Dans une lointaine forêt marécageuse, une soudaine explosion de lumière a balayé les arbres, illuminant brièvement les bois sombres. Alors que la lueur s'estompait, elle se posa sur une bûche tombée où une petite masse s'agita lentement. Le petit Slim, doté d'un unique globe oculaire, se tortilla sur place et regarda nerveusement autour de lui, essayant de comprendre où il était. D'après ce qu'il pouvait reconstituer, la dernière chose dont il se souvenait était d'être allongé dans son lit la veille, faisant défiler son téléphone et lisant des mangas. Il avait dû s'endormir sans s'en rendre compte, car l'instant d'après, il était mort d'une manière ou d'une autre et avait atterri dans un autre monde. Étrangement, cela ne le dérangeait pas plus que ça. Il avait lu suffisamment d'histoires de ce genre pour que la situation lui semble étrangement familière, presque attendue. Ce qui importait maintenant, c'était d'inspecter les environs et de trouver un moyen de rester en vie. Il essaya d'appeler, espérant que quelqu'un d'autre se trouverait à proximité, mais lorsque d'innombrables yeux rouges s'illuminèrent dans les profondeurs de la forêt, il décida rapidement que le silence était l'option la plus judicieuse. Des insectes rampaient partout et un épais miasme flottait dans l'air, mais pour une raison quelconque, l'endroit lui semblait étrangement confortable. Se sortant de cette pensée, il réalisa que ce n'était pas le moment de se détendre. Il devait comprendre exactement en quoi il s'était réincarné. C'est alors qu'une fenêtre de notification apparut devant lui, annonçant qu'il était un Mixomycète de niveau 1. Le système l'a même qualifié de créature faible. La prise de conscience fut brutale. De toutes les créatures possibles, il était devenu un Mixomycète. Pour ne rien arranger, sa santé diminuait activement, et s'il ne mangeait pas quelque chose rapidement, il mourrait à nouveau. Il balaya la zone du regard, se demandant ce qui pouvait servir de nourriture à une créature comme lui. Puis il se souvint d'avoir vu un trait de décomposeur listé dans la fenêtre du système. Ça lui disait quelque chose. Les Mixomycètes étaient des décomposeurs, ce qui signifiait qu'ils pouvaient manger du bois. Estimant que c'était sa meilleure option, il étala son corps sur la bûche sous lui. Au moment où il se concentra sur la commande, son corps s'enroula automatiquement autour du bois et commença à le décomposer. La sensation le surprit. Le goût n'était pas mauvais, un peu comme un biscuit détrempé. 15 minutes plus tard, un gros morceau de la bûche avait disparu. Il laissa échapper un resatisfait en montant de niveau, ses PV revenant au maximum. Le système l'informa qu'il avait gagné un point d'amélioration de compétence. En vérifiant sa fenêtre de statut, il reconnut la compétence de décomposition, mais une autre, pulsation, attira son attention. Incertain de son effet, il décida d'y mettre le point juste pour découvrir. Alors que la compétence montait de niveau, son corps s'étendit en de fins filaments semblables à une toile, chacun pulsant comme un vaisseau sanguin. Il comprit rapidement que la pulsation permettait au protoplasme en lui de circuler, lui permettant de se déplacer et de changer de position. La connaissance lui parvint instantanément, transférée par magie bien qu'il n'ait techniquement plus de cerveau. Comme manger plus de bois ne lui donnerait pas d'expérience supplémentaire, il décida d'explorer le sol. Il était stupéfait de la liberté avec laquelle il pouvait remodeler son corps. Glissant de la bûche, il repéra un champignon à proximité. Une partie de lui se souvenait que les humains finissaient généralement morts après avoir mangé des champignons au hasard, mais ses instincts de Mixomycète lui disaient que c'était de la nourriture, de la bonne nourriture. Il trouva le chemin le plus court et se dirigea vers lui. Une fois qu'il atteignit le champignon, il s'étala dessus, grimpant vers le haut avec de fines vrilles. Atteignant le sommet, il s'annonça joyeusement à lui-même qu'il était temps de manger. Dans son esprit, il s'imagina vêtu d'un costume chic, interpellant le petit champignon innocent comme s'il se rencontrait après une longue relation en ligne. Le champignon demanda si c'était bien lui, et il le rassura, essayant de paraître charmant. Puis le champignon se retourna, révélant sa vraie nature, l'invitant pratiquement à la manger. C'est là qu'il a compris, elle était toxique. Il s'était fait avoir. Le système l'avertit immédiatement qu'il avait été empoisonné, et sa santé commença à chuter rapidement. La panique s'installa. Agissant par instinct, il arracha une partie de son corps et se projeta loin du champignon. La décomposition échoua, ne lui donnant aucune expérience, et la masse corporelle perdue réduisit ses PV maximum. Cependant, l'effet du poison se dissipa, et cela seul le sauva. Secoué mais vivant, il remarqua qu'il avait quand même réussi à décomposer partiellement le champignon. Frustré de ne pas pouvoir le finir, il partit en se promettant de revenir une fois plus fort. Il remonta sur la bûche et s'installa dans le creux qu'il avait fait plus tôt, mangeant plus de bois. Après encore 15 minutes, sa santé était entièrement restaurée. Une fois rétabli, il repartit, se déplaçant sur le sol grâce à la pulsation. C'est alors qu'une idée germa. S'il pouvait décomposer juste un peu du champignon à chaque fois, se soigner en mangeant du bois, et répéter le processus, il pourrait finir par l'abattre complètement. Il nomma ce plan déplacer la montagne et retourna vers le champignon. Quand il réapparut, le champignon toxique se plaignit que c'était déjà la 8e fois, demandant s'il comptait sérieusement ne jamais abandonner. Cette fois, au lieu de battre en retraite, il la maîtrisa soudainement, déclarant qu'elle était en état d'arrestation. Le champignon fut stupéfait alors qu'il réussissait enfin à la recouvrir entièrement. La décomposition a réussi. Il gagna de l'expérience et débloqua la résistance au poison. En regardant la nouvelle compétence, il comprit pourquoi manger le champignon avait semblé plus tolérable vers la fin. Pourtant, il était agacé de ne pas avoir monté de niveau.
Il pensait que le champignon aurait dû donner beaucoup plus d'expérience. Cette irritation ne dura pas longtemps. L'environnement humide regorgeait de champignons, et il lorgna ses prochaines cibles avec avidité. Il continua à en consommer de nombreuses sortes, montant de niveau à mesure qu'il gagnait de l'expérience. Certains étaient inoffensifs comme les volvers, tandis que d'autres comme les gyromitres étaient extrêmement toxiques mais accordaient une plus forte résistance au poison. Il les décomposa tous joyeusement, transformant tout en nutriments. Finalement, il atteignit un point où les champignons ne lui donnaient plus d'expérience. Décidant de ne pas les gaspiller, il emporta les surplus avec lui. Les champignons accrochés à son corps servaient à la fois de nourriture et de protection. Il se souvint des documentaires animaliers de son enfance où les crabes utilisent des anémones de mer pour effrayer les poules. En utilisant des champignons vénéneux de la même manière, il se dit qu'il pourrait dissuader les prédateurs qui voulaient le manger. Il se sentit assez fier de lui pour avoir résolu ses problèmes de sécurité si intelligemment. Alors qu'il savourait cette pensée, un vent fort balaya la zone. En levant les yeux, il remarqua quelque chose d'alarmant, un groupe de guêpes passant en vol, transportant des morceaux de ce qui ressemblait à de la viande crue. Fixant les frelons géants, Slimy se demanda si les champignons vénéneux collés à son corps suffiraient à les effrayer. Il espéra en silence qu'ils ne le remarqueraient pas du tout. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, une longue langue jaillit soudainement des ombres, attrapant l'un des frelons en plein vol. Une grenouille verte apparut et avala l'énorme insecte d'une seule bouchée. Slimy se figea d'horreur. Un prédateur, c'était déjà bien assez, mais maintenant un autre était entré en scène. Les frelons restants essaimèrent immédiatement sur la grenouille, attaquant avec frénésie. Sur le côté, Slimy regarda tandis qu'il la piquait et la mordait. Individuellement, les frelons étaient clairement plus faibles que la grenouille, mais leur nombre compensait. Alors que le combat s'éternisait, Slimy ne put s'empêcher de se demander s'il allait se blesser gravement. Si c'était le cas, peut-être pourrait-il se faufiler et récupérer les restes. Logiquement, décomposer des cadavres de monstres devrait donner bien plus d'expérience que le bois ou les champignons. Au moment même où cette pensée lui traversa l'esprit, la grenouille ouvrit soudainement grand la bouche. Activant une sorte de compétence de langue renforcée, elle frappa et attrapa tous les frelons restants d'un seul coup, les avalant tout rond. Slimy était abasourdi. Puis tout empira. Une ombre massive plana au-dessus de lui. Avant que Slimy ne puisse réagir, un serpent géant plongea sur la grenouille, ses mâchoires grandes ouvertes. Le sang gicla à travers le marécage alors que la grenouille était dévorée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Slimy réalisa l'horrible vérité. Le serpent était en fait la queue d'un énorme oiseau se tenant dans le marécage. La créature se redressa, son œil géant se fixant sur Slimy, qui regardait, sous le choc. Acceptant son sort, Slimy offrit à la hâte ses champignons, suppliant silencieusement l'oiseau de l'épargner. Il avait déjà renoncé à se battre après une chaîne d'événements aussi désastreuse. L'oiseau jeta un coup d'œil aux champignons, puis leva la tête et battit des ailes. Une violente rafale déchira la zone, manquant de souffler Slimy et lui arrachant 30 PV en un instant. Puis l'oiseau s'envola. La nuit engloutit de nouveau la forêt marécageuse. Slimy, ayant rangé les champignons qui lui restaient, était assis en tremblant sur la bûche d'arbre mort. Il finit par comprendre. Il était tout en bas de la chaîne alimentaire. Pourtant, il y avait une étrange part de chance là-dedans. L'écart entre lui et ses super prédateurs était si grand qu'il ne valait même pas la peine d'être mangé. Vérifiant à nouveau sa fenêtre de système, il nota amèrement que même monter de 4 niveaux en une seule nuit n'avait pas changé l'étiquette le qualifiant de créature faible. Il se demanda comment un myxomycète comme lui était censé survivre, et encore plus s'élever au-dessus de ça. Épuisé, il espérait que tout cela n'était qu'un rêve et qu'il se réveillerait enveloppé dans sa couverture. Mais le matin arriva. La lumière du soleil inonda la forêt marécageuse. Une bave verte dégoulina soudainement d'un champignon au-dessus, éclaboussant Slimy comme de l'acide. Au moment où elle le toucha, ses PV chutèrent brusquement. Il sursauta de douleur alors que le système annonçait qu'il avait acquis une nouvelle compétence appelée éclat. La compétence lui permettait de forcer l'ectoplasme de son corps à s'écouler dans une seule direction, créant une poussée. Confus et toujours endolori, Slimy tomba au sol et regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'est alors qu'il remarqua l'escargot rampant lentement vers ses champignons. L'escargot activa une compétence appelée liqueur acide, faisant fondre les champignons en une flaque grésillante et aspirant les restes. Slimy cria sur l'escargot, attirant enfin son attention. Lui voler ses champignons était une chose, mais lui faire couler de l'acide sur le visage et le faire presque fondre, c'était dépasser les bornes. L'escargot ne semblait pas s'en soucier. Il continua de manger et laissa échapper un petit gémissement pitoyable. Slimy lança que jouer la victime n'allait pas aider. Pourtant, alors que l'escargot restait à proximité, gémissant, Slimy hésita. Ils n'étaient tous les deux que des monstres de bas niveau essayant de survivre dans un monde hostile. En voyant son air misérable, il se demanda s'il n'était pas trop dur. Avec un soupir, il décida de laisser tomber, disant à l'escargot qu'il ne lui compliquerait pas la tâche. Il y avait plein de champignons dans les parages, de toute façon. L'escargot émit un son joyeux et se remit à manger. En regardant cela, Slimy se souvint de ces scènes de manga où les amitiés naissent des conflits. Il se mit à rêver de faire équipe avec l'escargot, de devenir plus forts ensemble et d'augmenter leurs chances de survie. Dans son imagination, il partirait à l'aventure, porté par l'amitié, pour finalement vaincre un grand roi démon.
Les compagnons, pensa-t-il, étaient essentiels pour survivre et devenir plus forts dans ce monde. Ému par cette idée, il rampa plus près et suggéra qu'ils fassent équipe, puisqu'ils étaient tous deux des monstres de bas niveau. Il promit qu'ils veilleraient l'un sur l'autre et s'assurait que l'escargot ait toujours des champignons à manger. L'escargot le regarda joyeusement, puis il se jeta soudainement en avant et arracha un morceau du corps de Slimy. La douleur le transperça alors que ses PV chutaient. Ça faisait très mal. À cet instant, Slimy réalisa à quel point il avait été naïf. Les monstres de ce monde ne se souciaient pas des sentiments. La nature était simple, manger ou être mangé. Il s'était fait avoir par le jeu pitoyable de l'escargot. Même s'il était tous deux de bas niveau, sa force était clairement supérieure à la sienne. Décidant qu'il devait s'échapper immédiatement, Slimy essaya de se retirer. L'escargot se dressa et se tourna vers lui, montrant clairement qu'il n'avait aucune intention de le laisser partir. Paniqué, Slimy injecta ses points de compétence restant dans pulsation. Poussant la compétence à sa limite, il bondit en avant. Tous deux rampèrent sur l'arbre mort, mais après 3 minutes épuisantes, il bougeait à peine. Pire encore, l'escargot était toujours juste derrière lui. La panique de Slimy grandit quand il réalisa que sa vitesse égalait la sienne. L'escargot leva soudainement la tête, sa gorge gonflant. D'un mouvement violent, il cracha sa liqueur acide sur tout le corps de Slimy. Ses PV s'effondrèrent alors que son corps se fendait nettement en deux. Pendant un bref instant, il se demanda si sa conscience restait automatiquement dans la plus grande moitié. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. L'escargot le surplomba, la bouche ouverte et dégoulinante d'acide, puis plongea directement dans son corps et commença à manger. La moitié de Slimy qui contenait encore son esprit réussit à peine à s'échapper. Il se jura qu'il endurerait cette humiliation. Pour un Mixomycète, la vengeance pouvait toujours attendre. Après avoir achevé le reste du corps de Slimy, l'escargot se retourna vers lui. Cette fois, Slimy avait réussi à s'emparer de l'un des champignons. Alors que l'escargot chargeait à nouveau, Slimy activa Éclat et lui fourra le champignon toxique directement dans la bouche. L'escargot se mit immédiatement à se débattre et à gémir alors que le poison faisait effet. Quelques instants plus tard, il s'effondra à côté de Slimy, mort. Le système l'informa qu'il avait vaincu l'escargot et gagné assez de points pour monter de niveau. Un sentiment de soulagement l'envahit. Il comprit maintenant pourquoi l'escargot dissolvait toujours les champignons avec de l'acide avant de les manger. Il n'avait aucune résistance au poison. Peu importe à quel point ça avait été chaotique, il avait réussi à vaincre le premier monstre qu'il avait affronté dans ce monde. En tapotant le cadavre de l'escargot, Slimy se demanda quel genre de récompense il obtiendrait en le décomposant. En rampant sur le corps, il remarqua immédiatement à quel point la chair était collante et dégoûtante. Il essaya d'ignorer cette sensation en se rappelant que de la viande, c'est de la viande. Il se dit même en plaisantant de le traiter comme de la haute cuisine française alors qu'il commençait à le décomposer. À l'instant où il le fit, un goût insupportable inonda ses sens. C'était absolument immonde, salé et acide à la fois, comme un mucus épais. Une fenêtre système apparut, l'informant que la décomposition avait été interrompue et qu'aucun point d'expérience n'avait été gagné. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à le jeter. Après tout, c'était une victoire qu'il avait remportée en risquant sa vie. Slimy se rappela que s'il voulait survivre, il devait devenir fort rapidement, et cela signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être difficile. Serrant les dents, se bouchant le nez au sens figuré même s'il n'en avait pas, il se força à avaler ce repas répugnant. La forêt résonna de haut le cœur humide et misérable tandis que son corps se convulsait et buguait comme une masse de bave détraquée. Il continua malgré tout, enfournant la chair d'écargot avec quelques champignons voisins. Quand il eut enfin terminé, le système annonça que la décomposition était terminée. Il gagna assez d'expérience pour passer du niveau 6 à 7 et son corps se régénéra. Malgré ce que prétendait le système, il se sentait horriblement mal. Il s'effondra en une flaque fondue à côté de la coquille rouge vide, se sentant d'une manière ou d'une autre pire qu'avant d'avoir mangé. Affichant son écran de statut, il nota qu'il disposait de 1,4 points de compétences. Ses compétences indiquaient maintenant, décomposition niveau 6, pulsation niveau 3, résistance au poison niveau 3, et éclat niveau 1. Il réfléchit à ce que cela signifiait réellement dans la vie. La décomposition, c'était simplement manger. La pulsation, c'était comme s'enfuir. La résistance au poison se traduisait par se faire tabasser et ne pas mourir. Éclat, c'était aussi s'enfuir, mais plus vite. Acceptant sa situation, il se dit que se plaindre était inutile pour un Mixomycète. Dans son esprit, il imaginait les puissants prédateurs de la forêt, comme les frelons géants, comme des monstres massifs et musclés. Avec des statistiques aussi basses que les siennes, il savait que les provoquer serait un suicide, même s'il possédait des compétences d'attaque. La survie passait avant tout. Gardant cela à l'esprit, il a de nouveau mis tous ses points dans la pulsation. La compétence est montée au niveau 4. Excité, il l'a immédiatement testé, poussant son corps de slime aussi fort qu'il le pouvait et mesurant sa vitesse de déplacement sur la bûche. Sa nouvelle vitesse de pointe s'est avérée être de 20 cm par seconde. Au début, cela semblait impressionnant jusqu'à ce qu'il calcule que cela ne représentait qu'environ 0,78 km par heure. Cette prise de conscience l'a anéanti. Même après tous ses efforts, il était toujours terriblement lent. Une semaine plus tard, Slimy se prélassait à l'intérieur d'une bûche creuse, tenant un champignon rouge. La bûche l'avait gardé en sécurité,
mais il avait complètement épuisé les réserves de nourriture à proximité et n'avait gagné que 2 niveaux pendant tout ce temps. Il était clair qu'il lui fallait une nouvelle base. Avant de partir, il a décidé de faire une dernière grande tournée de récupération pour remplir à la fois son estomac et son inventaire. En activant la recherche, il a aplati son corps en un réseau de veines s'étendant dans plusieurs directions à la fois. La portée s'est étendue avec ses PV, et son slim jaune s'est étalé sur le sol de la forêt comme une carte vivante. Le système l'a informé que 3 champignons blancs avaient été stockés dans son corps. En allant plus loin, il a ramassé 6 petits champignons des prés. Avec son contrôle corporel affiné, il pouvait soit stocker des objets, soit les décomposer instantanément, ce qui rendait la collecte beaucoup plus efficace. Il l'a démontré en consommant une grappe de champignons bleus sur le champ. Il a continué à chercher de la nourriture et à décomposer un grand champignon bleu. Le système a confirmé la décomposition, le récompensant avec de l'expérience et augmentant sa résistance au poison au niveau 4. Alors qu'il continuait à étendre son réseau de recherche, l'une de ses vrilles a heurté quelque chose de dur et de rouge. Le système a immédiatement averti que la cible ne pouvait pas être décomposée. Avant qu'il ne puisse réagir, une douleur aiguë le transperça, lui coûtant 9 PV. Il recula instinctivement, agacé en réalisant qu'il était de nouveau tombé sur ce type. L'attaquant a pulvérisé un liquide corrosif vert en utilisant la liqueur acide. Slimy a été éraflé, perdant cet autre PV, mais il était soulagé que sa vitesse améliorée lui ait permis d'esquiver la majeure partie de l'attaque. C'était un autre escargot acide, mais celui-ci était nettement plus rapide. Il se demandait si des individus de la même espèce pouvaient vraiment varier autant en force. Se déplaçant de manière évasive, il était convaincu que l'escargot ne porterait pas un autre coup. Cette confiance vola en éclats lorsque l'escargot déchaîna soudainement une attaque brutale à courte portée, éclaboussant son corps et infligeant 33 points de dégâts massifs. L'escargot s'arrêta, pensant apparemment que c'était fini. Cette pause était exactement ce dont Slimy avait besoin. Il avait encaissé le coup exprès pour se rapprocher. Utilisant l'explosion, il enfonça un champignon violet vénéneux directement dans la bouche de l'escargot. Dans son esprit, il se moquait de la facilité avec laquelle on pouvait battre les monstres une fois leur faiblesse connue, attribuant cela à l'écart d'intelligence flagrant entre eux. Le plan a fonctionné instantanément. L'escargot acide se convulsa alors que le poison ravageait son corps. Slimy consomma l'ennemi vaincu, se forçant une fois de plus à supporter le goût dégoûtant. Le système le récompensa en le faisant passer du niveau 9 au niveau 10. Il resta là ensuite, en un tas fondu, se sentant misérable à cause du repas, mais il ne pouvait le nier. L'énorme quantité d'expérience gagnée grâce à la viande de monstre en valait la peine. Une fois rétabli, il laissa la coquille rouge derrière lui et continua d'avancer à travers la forêt herbeuse. Alors qu'il se déplaçait, il entendit des bruissements devant lui dans les hautes herbes. Supposant que ce n'était qu'un autre faible escargot, il cria avec arrogance, ordonnant à ceux qui se cachaient de sortir. Ce qui émergea à la place le figea sur place. Ce n'était pas du tout un escargot, mais un énorme et horrible mille-pattes avec des pattes semblables à des lames. L'insecte imposant projetait une ombre terrifiante sur lui, agitant ses membres bleus acérés dans un rythme régulier et menaçant. Paniqué, Slimy se précipita derrière un rocher, tremblant en réalisant qu'il avait commis une grave erreur. Le mille-pattes a bondi. Désespéré, Slimy a essayé son tour habituel. Il a brandi un champignon vénéneux et a crié au monstre de reculer. La tentative a échoué instantanément. Les mandibules du mille-pattes ont tranché le champignon en deux avant même qu'il ne puisse être mangé. Slimy regarda avec incrédulité les morceaux tombés inutilement au sol. Le mille-pattes enchaîna avec une compétence appelée étranglement aux 1000 lames, enroulant son long corps autour de lui et le serrant. Il a enfoui sa tête dans son slim, essayant de le mordre et de le déchiqueter. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le mille-pattes se débattait. Peu importe comment il attaquait, il ne pouvait infliger aucun dégât. C'est alors que Slimy a compris la vérité. Son corps liquide était immunisé contre les lames et la constriction. En un instant, le prédateur et la proie ont échangé leur rôle. Slimy a englouti le mille-pattes piégé, acceptant joyeusement les points d'expérience livrés en le consommant. Profitant de cet élan, il a continué à chasser. Il a repéré un grand scarabée vert se reposant sur un rocher. Il a essayé d'attaquer un frelon en vol mais n'a pu que le regarder planer hors de portée, agacé d'être encore trop petit. Quand il a remarqué le cafard, il a reculé de pur dégoût et a décidé de le laisser partir simplement parce qu'il ne voulait pas le manger. Quelque temps plus tard, Slimy traversait la forêt de bonne humeur, fredonnant pour lui-même avec un champignon rouge tenu dans son corps. Ouvrant sa fenêtre de statue, il admira ses progrès. Il était maintenant un Mixomycète de niveau 13 avec 157 PV. La pulsation était montée au niveau 8 et la résistance au poison au niveau 5. Adossé à la parcelle de mousse, il se sentait vraiment satisfait de la rapidité avec laquelle il montait de niveau maintenant qu'il avait commencé à manger de la viande. Sa confiance revint alors qu'il imaginait sa place dans la chaîne alimentaire, au-dessus des insectes, mais toujours en dessous des grenouilles, des lézards et de l'oiseau de terreur. C'était bien pour l'instant. Il était temps de viser plus haut. Il jeta son dévolu sur des cuisses de grenouilles géantes, s'imaginant devenir invincible, se tenant au sommet de piles de cadavres d'insectes et régnant un jour sur ce nouveau monde. Avec ce rêve en tête, il arriva au bord d'un étang trouble au cœur de la forêt marécageuse. Il étudia les hauts, se demandant quelles ressources précieuses pourraient se cacher en dessous et s'il pouvait l'explorer en toute sécurité.
Décidant que le seul moyen de le savoir était d'essayer, il trempa lentement une vrille jaune dans Léo. La réaction fut instantanée et atroce. Au moment où sa vrille toucha Léo, Slimy sentit son corps enfler comme un ballon. La panique le saisit violemment alors que la pression montait de l'intérieur, lui donnant l'impression qu'il était à quelques secondes d'éclater. Par pure sensation plutôt que par la pensée, il comprit ce qui se passait. En tant qu'organisme unicellulaire, Léo douce se précipitait directement en lui par pression osmotique. S'il s'immergeait, il enflerait jusqu'à éclater, tout comme un globule rouge dans de l'éau pur. Il retira son membre aussi vite qu'il le put, soulagé d'être encore intact mais forcé d'abandonner toute idée d'exploration sous-marine. Avant qu'il ne puisse se remettre, des bulles commencèrent à monter de l'étang. Une forme massive vert foncé se fraya lentement un chemin jusqu'à la surface. Alors qu'elle émergeait complètement, Slimy regarda avec confusion avant de réaliser ce que c'était, un crabe. La créature se tenait là, l'air absent, de l'écume bouillonnant de sa bouche. La confusion laissa rapidement place à la faim alors que Slimy imaginait une assiette de pâtes de crabe à la vapeur. Après des repas d'insectes non-stop, cela ressemblait enfin à de la vraie nourriture. Essaim d'être malin, il l'appela depuis la rive d'un ton amical, prétendant qu'il voulait juste se faire des amis. Le crabe l'ignora complètement et grimpa sur un rocher escarpé sortant de Léo, s'y asseyant et soufflant des bulles comme si rien d'autre n'existait. Slimy a vite compris le message. Il ne venait pas à lui. Risquer sa vie dans l'étang ne valait pas la peine. Au lieu de cela, il commença à planifier de dissoudre des champignons vénéneux et de déverser les toxines dans les eaux pour tuer le crabe à distance de sécurité. Ce plan est mort instantanément. Le crabe géant des marais activa une compétence appelée barrage de bulles, projetant un jet d'eau à haute pression droit sur lui. L'explosion percuta Slimy avec une force terrifiante, le projetant en arrière et lui arrachant 25 PV. Il était stupéfait que quelque chose d'aussi simple que Léo puisse faire si mal. Le crabe a tiré à nouveau. Slimy se précipita pour esquiver, mais subit tout de même 10 dégâts supplémentaires en s'échappant de justesse. Il glissa juste à temps derrière une épaisse racine d'arbre, l'utilisant comme bouclier contre le jet d'eau entrant. Son corps trembla alors qu'il réalisait la vérité. Cette chose était à un niveau complètement différent des insectes qu'il avait chassés. Fuir maintenant ne ferait que faire de lui une cible plus grande, alors il resta caché et attendit, espérant que le crabe se désintéresserait. Puis il entendit un énorme plongeon. Jetant un coup d'œil prudent, il se demanda si le crabe avait finalement abandonné. Au lieu de cela, son sang se glaça en voyant le crabe géant des marais sortir de l'étang et monter sur la terre ferme. Ses pinces claquèrent agressivement alors qu'il activait la course, se déplaçant de côté à une vitesse effroyable. Slimy regarda avec incrédulité le prédateur charger droit vers sa cachette. Réalisant que le crabe avait bien l'intention de le manger, il paniqua et grimpa sur le tronc de l'arbre. S'accrochant fermement à l'écorce, il jeta un coup d'œil vers le bas et sentit une brève vague de soulagement. Au moins, ici, les attaques d'eau ne l'atteindraient pas. Ce soulagement disparut instantanément. Un crissement résonna au-dessus. Slimy leva les yeux et vit une grande araignée pâle aux yeux rouges brillants descendre vers lui. D'abord indifférent, il agita un tentacule avec dédain, lui disant de passer son chemin car il était occupé avec le crabe. Dans son arrogance, il a même averti l'araignée de ne pas être impoli, se vantant d'avoir mangé plein d'insectes comme elle. L'araignée ne recula pas. Elle siffla, ses yeux rouges brillant plus fort, et frappa soudainement avec la taillade arachnéenne. Sa patte avant bougea comme une lame, tranchant le corps de Slimy à une vitesse fulgurante. Un énorme morceau de slime fut sectionné, infligeant 30 points de dégâts, et l'araignée l'attrapa calmement et le mangea. Slimy était stupéfait. Il pensait être immunisé contre les attaques de lame. Une fenêtre de statue est apparue, révélant la vérité. L'araignée était un monstre de niveau 16 avec la maîtrise de l'épée de niveau 8. Avant même qu'il ne puisse réaliser, une autre rafale d'eau à haute pression s'écrasa sur le tronc d'arbre à quelques centimètres de lui. L'éclaboussure seule a infligé 17 dégâts supplémentaires. Piégé entre l'araignée maniant des lames au-dessus et le crabe projetant de Léo en dessous, Slimy sentit le désespoir l'envahir. Fixant l'araignée qui bloquait sa fuite, il maudit sa chance alors que des larmes montaient à son unique œil. Il était coincé. Encore une fois, en bas, le crabe a tiré un autre barrage de bulles droit vers le haut de l'arbre. Slimy a esquivé à la dernière seconde possible. Le rayon d'eau l'a manqué et a percuté de plein fouet le visage de l'araignée. L'impact a projeté l'araignée hors de l'arbre. L'araignée a touché le sol avec fureur et a immédiatement riposté, projetant un jet de toile blanche sur le crabe. La soie collante s'enroula autour du crabe géant des marais, ralentissant ses mouvements. Profitant de l'ouverture, l'araignée bondit en avant et taillada la carapace du crabe. Le crabe répondit avec carapace de crustacé, durcissant sa coquille pour bloquer le coup, puis contre-attaqua avec pince de crustacé, faisant claquer vicieusement ses pinces. L'araignée s'est dérobée en utilisant le contrôle de la soie arachnéenne, liant les pinces du crabe encore plus fermement avec une toile collante. Tout en haut, Slimy observait le chaos se dérouler. Intérieurement, il célébrait. Ses ennemis s'entre-déchiraient comme il l'avait espéré. La bataille faisait rage. Le crabe bouillonnait de colère, luttant pour libérer ses pinces liées. L'araignée saisit l'instant et asséna un coup précis au pédoncule oculaire du crabe, déclenchant une explosion de lumière et de douleur. Elle siffla, prête à finir le travail, mais le crabe n'avait pas dit son dernier mot. D'un coup violent, il força l'araignée à reculer. Pourtant, l'énorme pince du crabe restait piégée dans une épaisse toile.
Profitant de cette faiblesse, l'araignée se déplaça à une vitesse fulgurante, enveloppant complètement le crustacé de soie. Bientôt, le crabe géant des marais fut impuissant, enfermé dans un cocon comme une proie. L'araignée grimpa sur sa carapace, prête à se régaler. Depuis l'arbre, Slimy regardait avec incrédulité. Le crabe malodorant était ficelé comme un produit d'épicerie, et la plus petite araignée avait complètement retourné le combat. L'araignée se pencha sur le visage du crabe. Le crabe le regarda fixement, de l'écume bouillonnant de sa bouche. Les bulles se rassemblèrent rapidement, brillant d'une pression intense. Puis tout a explosé. Une lame massive d'eau compressée jaillit de la bouche du crabe dans un rugissement assourdissant. Des lames d'eau tourbillonnèrent vers l'extérieur, déchiquetant instantanément le cocon de soie. L'araignée fut surprise en plein vol et découpée en un instant, son corps déchiré en morceaux. La contre-attaque désespérée envoya des lames d'eau voler dans toutes les directions. L'une d'elles a tranché le tronc de l'arbre, manquant Slimy de quelques centimètres. Il frissonna, réalisant que l'instinct de survie du crabe avait déclenché un pouvoir caché terrifiant. En bas, le crabe géant des marais s'effondra, complètement épuisé. Il cracha un dernier faible jet d'eau avant de s'immobiliser. Le champ de bataille est devenu silencieux. L'araignée gisait en morceaux, et le crabe gisait immobile, enveloppé dans une toile déchirée. Slimy attendit derrière les racines de l'arbre jusqu'à ce qu'il soit sûr que les attaques avaient cessé. Quand le danger fut enfin passé, il sortit prudemment. S'approchant du crabe immobilisé, il se moqua de lui pour avoir gaspillé toute son énergie à tirer à tort et à travers et à finir dans un état aussi pathétique. Pourtant, il faisait face à un problème. La créature était coriace. L'étouffer était risqué, et sa bouche fermée signifiait qu'il ne pouvait pas y fourrer de champignons. Il devait agir vite avant qu'il ne se rétablisse. Balayant la zone du regard, son attention se posa sur un gros rocher lourd. Étendant son corps dessus, il essaya de le stocker en utilisant l'espace de Slim. Une erreur système a affiché, espace insuffisant. Il réalisa que sa capacité de stockage dépendait de ses PV, qui étaient encore trop bas après le combat. Faisant un choix difficile, il vomit toute sa collection de champignons pour libérer de l'espace dans son inventaire. N'ayant plus rien de stocké, il a réussi à absorber l'énorme rocher. Son corps jaune se gonfla sous le poids, s'écrasant au sol avec un bruit sourd. Se plaignant intérieurement de son poids, il se traîna en avant et grimpa lentement à l'arbre. Atteignant une position juste au-dessus du crabe piégé, il baissa les yeux et déclara calmement qu'il était venu lui prendre la vie. Laissant la gravité faire le travail, Slimy lâcha prise. Il tomba comme une pierre. Le crabe géant des marais leva les yeux avec terreur alors qu'une masse jaune massive tombait du ciel. Dans un dernier mouvement désespéré, il tira un dernier jet d'eau à haute pression vers le haut. Le jet d'eau frappa le Slim et le rocher en chute, mais l'élan était imparable. Slimy serra les dents face à la douleur, refusant de reculer. Il allait écraser son ennemi quoi qu'il en coûte. En dessous de lui, le crabe se prépara alors qu'une ombre massive l'engloutissait. Puis vint l'impact. Dans un fracas assourdissant, le myxomycète rempli de roches s'écrasa directement sur la carapace du crabe, envoyant une violente onde de choc. Quand la poussière retomba enfin, Slimy était perché au sommet d'une carapace complètement écrasée. Le système a confirmé l'élimination et l'a récompensé avec assez d'expérience pour atteindre le niveau 14, ainsi qu'un demi-point de compétence. Le soulagement et la joie l'envahirent d'un seul coup. Toujours en vie, toujours debout, il éclata d'un rire sauvage, célébrant le fait qu'il était le dernier survivant. Sans perdre une seconde, il s'installa sur sa proie fraîchement tuée et déclara joyeusement qu'il était temps de manger. Perché sur la carapace retournée tel un chef, Slimy disposa soigneusement les organes et les œufs du crabe à l'intérieur, transformant la carapace en un bol à soupe improvisé. Il ignora complètement les restes de l'araignée. Utilisant un morceau de pâte de crabe comme ustensile, il trempa la chair blanche dans les riches œufs jaunes et prit sa première bouchée. La saveur le submergea. Après des jours de bois moisi, d'escargots et d'insectes, le goût des fruits de mer frais explosa dans ses sens. Des larmes coulèrent sur son visage visqueux alors qu'il réalisait quelque chose d'important. La bonne nourriture guérissait vraiment l'âme. À cet instant, il renouvela sa détermination à survivre dans ce monde brutal, ne serait-ce que pour continuer à trouver des repas comme celui-ci. Il mangea tout, ne laissant rien derrière lui. Complètement repu, il s'étala sur une bûche, satisfait et content. Une fenêtre de statut apparut, montrant qu'il était maintenant niveau 14 avec 168 PV. Son corps se sentait rafraîchi, plein d'énergie et de nouveau entier. Sa faim ayant disparu, Slimy décida d'utiliser cette énergie pour une expérience. Il se positionna devant un rocher et se concentra intérieurement, se focalisant sur sa structure interne. Tendant tout son corps, il se contracta de toutes ses forces. Son unique œil exorbité par la tension, il essaya de forcer quelque chose à sortir, hurlant intérieurement sous l'effort. Haletant, il foudroya le rocher du regard, exigeant que le pouvoir se manifeste. Ses pensées dérivèrent vers le barrage de bulles du crabe. Les compétences pouvaient s'apprendre par la pratique. N'est-ce pas? Le crabe compressait les eaux pour la projeter, alors pourquoi un Slim ne pourrait-il pas faire de même? Survolté, il contracta de nouveau ses fluides internes en psalmodiant pour que l'attaque apparaisse. Il essaya de copier la technique du crabe, mais seulement quelques faibles jets jaillirent de son derrière dans la mauvaise direction. Il réessaya, visant vers l'avant cette fois, en forçant bruyamment. Le liquide jaune ne fit que s'écouler inutilement. Épuisé, il s'effondra en une flaque,
se plaignant de ne pouvoir contrôler ni la direction ni la force. Un instant, il se sentit vaincu. Puis la frustration se mua en détermination. Refusant d'abandonner, il tendit chaque partie de son corps, compressant ses fluides internes jusqu'à leur limite absolue. Soudain, un jet de fluide jaune à grande vitesse jaillit avec une force prodigieuse. Sa compétence d'éclatement s'activa automatiquement. Le projectile percuta la carapace du crabe, y perçant un trou net. Un message système apparut, annonçant que l'éclatement avait évolué en une nouvelle compétence, le jet de cytoplasme. Le système expliqua que la compétence lançait son propre cytoplasme comme projectile, utilisant sa masse corporelle comme munition. Slimmy éclata de rire. Le fait que les compétences puissent évoluer par la simple pratique l'enthousiasma. Puis une pensée inquiétante lui vint à l'esprit. Ses autres compétences avaient des temps de recharge. Et si celle-ci en avait un aussi? Pour le vérifier, il tira de nouveau. Puis encore, un barrage rapide de tir jaune déchira la carapace. Le système confirma qu'il n'y avait pas de temps de recharge. Alors qu'il continuait à tirer, la compétence passa au niveau 2. Cette excitation s'estompa rapidement quand il se regarda. Son corps s'était ratatiné en un mince bâton pitoyable. Un avertissement clignota. Sa santé était critique. Chaque tir consommait sa propre biomasse comme munition. Cela signifiait que son corps était sa seule ressource de combat. Légèrement déçu de ne pas pouvoir devenir une sorte de mage, il retourna manger le crabe pour restaurer sa masse perdue, quand une idée germa dans son esprit. Si manger le restaurait, quand était-il des parties de lui-même qui avaient été coupées plus tôt? Il fouilla la zone et trouva un gros morceau de slime jaune dans l'herbe. Il paraissait bien plus gros que ce à quoi il s'attendait. Il se demanda s'il en avait vraiment perdu autant quand l'araignée l'avait tranché. Curieux, il pressa le morceau séparé contre son corps principal et activa la récupération. Tandis qu'il était absorbé, des flashs de mémoire l'envahirent. Il vit le combat contre l'araignée. Il vit le rocher tomber, mais la perspective était fausse. Ce n'était pas la sienne. C'est là qu'il comprit. Le morceau sectionné avait vécu des expériences de manière indépendante. Quelque chose fit tilt. Les parties séparées de son corps, même sans véritable conscience, pouvaient toujours décomposer des choses par elles-mêmes. En les réabsorbant plus tard, il pouvait collecter à la fois la santé et l'expérience qu'elle avait gagnée. Ravi, Slimmy fredonna joyeusement, convaincu qu'il venait de découvrir une faille dans le système. Il s'imagina envoyer des fragments de lui-même dans toutes les directions, transformant une bouche en plusieurs et faisant monter en flèche sa vitesse de montée de niveau. Il testa l'idée immédiatement en utilisant la division. Un petit morceau se détacha, lui coûtant 10 PV. Le corps principal et le fragment semblaient tous deux faibles. C'est là qu'il remarqua la limitation. Si ses PV tombaient en dessous de 30, il entrait dans un dangereux état de famine. Avec un maximum de 198 PV, il se dit que tant qu'il avait assez de nourriture, il pouvait créer de nombreux clones en toute sécurité. Forçant à nouveau, il arracha un morceau beaucoup plus grand, subissant 30 points de dégâts. La masse jaune séparée gigota et se déplaça toute seule. Ça a marché. Dans son esprit, il s'imagina portant un bandeau de ninja. Cette capacité ressemblait exactement à la technique du clonage de l'ombre des mangas. Gonflé d'enthousiasme, il leva un poing imaginaire et déclara qu'il était temps de se mettre au travail. Il ordonna à un clone de décomposer une bûche morte et envoya les autres vers un tas de champignons à proximité. Son écran de statut affichait un slim de niveau 14 avec 198 PV et des compétences incluant décomposition, pulsation, résistance au poison et jet de cytoplasme. Le plan semblait solide. Laisser les clones farmers les ressources pendant qu'il restait en sécurité, mangeant les restes de viande d'araignée et gardant son corps principal en pleine santé. Maîtrisant de plus en plus son corps, il s'imagina avec une forme humanoïde blindée et cool. La confiance l'envahit alors qu'il visualisait des attaques le traversant sans lui faire de mal. Une estocade normale? Inutile? Un coup tranchant puissant? Son corps se reconnecterait simplement. Les attaques physiques ne pouvaient pas le menacer. Pourtant, son expression devint sérieuse. Il y avait une chose qu'il n'avait pas encore testée, la magie. Il se demanda si la magie pouvait le tuer là où les attaques physiques échouaient. Peut-être n'avait-il pas encore vu de magie parce que ce monde était plus proche d'un royaume animal sauvage que d'un monde de fantaisie. Décidant d'expérimenter davantage, il tendit un piège près de Léo Trouble en utilisant de petits morceaux de son corps jaune comme appât. Un crabe des marais géants jaillit de l'étang et attrapa un morceau. Il avait déjà posé une piste de morceaux de slime menant vers l'intérieur des terres. D'autres crabes suivirent la piste en se nourrissant joyeusement, ignorant qu'il entrait dans une zone mortelle. Tout en haut, Slimmy s'accrochait à une branche d'arbre, observant les crabes se rassembler en dessous. Quand ils levèrent enfin les yeux, il était trop tard. Une ombre immense s'abattit sur eux alors qu'ils détachaient la branche. La branche s'écrasa avec une force dévastatrice, écrasant instantanément les crabes. Les notifications du système affluèrent. Tuer 6 crabes d'un coup le fit passer du niveau 14 au niveau 15. Il se laissa tomber, acheva les survivants avec un rocher et commença à manger. Après avoir décomposé la viande, sa santé fut entièrement restaurée. Il jeta un coup d'œil aux carapaces propres, satisfait de l'efficacité de sa méthode de farming. Se sentant plus fort que jamais, il décida de s'entraîner au combat. Installant une carapace de crabe contre un rocher, il s'imagina en pistolero cool préparant une technique qu'il nomma fièrement barrage plasmodial. En réalité, il déchaîna une tempête de balles de slime jaune,
martelant la cible avec vitesse et force. De la fumée s'éleva de la carapace alors que le système annonçait que le jet de cytoplasme était passé du niveau 5 à 6. L'entraînement intense, cependant, commença à avoir des conséquences. Le Slim se retrouva ratatiné et craquelé. Son corps s'était desséché et sa santé ne tenait qu'à un fil après avoir utilisé sa propre masse comme munition. Pour se sortir de l'état d'autophagie, il mangea nonchalamment un champignon, sentant sa forme se regonfler lentement. En repensant aux 2 derniers jours, il constata que l'entraînement non-stop avait porté ses fruits. La puissance et la précision de ses attaques s'étaient nettement améliorées. Il fit les calculs dans sa tête et réalisa qu'il ne pouvait tirer qu'environ 30 jets de cytoplasme avant que sa santé n'atteigne un niveau dangereux. Cette limite le dérangeait. Il commença à se demander comment rendre chaque tir plus mortel sans consommer davantage de son propre corps. Alors qu'il ramassait un champignon vénéneux puis un rocher voisin, une idée lui vint. S'il pouvait ajouter des ingrédients à ses munitions, les tirs n'auraient pas à dépendre uniquement de la force brute. Envelopper un champignon vénéneux dans un projectile de Slim devrait lui permettre d'infliger des dégâts de poison à distance. Enrober un rocher, d'un autre côté, augmenterait massivement l'impact physique. Sans hésitation, il le testa. Le tir infusé de roche percuta sa cible avec un craquement sec, prouvant instantanément le concept. Satisfait de lui-même, il décida avec suffisance qu'il était un génie pour avoir inventé une attaque aussi polyvalente. Sa célébration fut interrompue par un doux roucoulement. Il remarqua une lueur étrange provenant d'un creux dans un arbre voisin et se demanda si c'était juste un oiseau ou peut-être des lucioles. La curiosité l'emporta. Il grimpa sur le tronc et regarda directement dans le trou lumineux. Ce qu'il vit faillit arrêter son cœur. Un hibou spectral d'une lueur bleue le fixait. Son aura magique était indéniable. La panique explosa en lui alors que sa pire crainte devenait réalité. C'était un monstre qui utilisait la magie. Terrifié à l'idée d'être touché par un sort, il se laissa tomber de l'arbre et s'enfuit aussi vite qu'il le put. Le hibou ne le poursuivit pas. Il resta simplement perché, le regardant courir en silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas du tout un monstre sauvage, mais une compétence magique appelée scrutation symbiotique. Au loin, une femme humaine tenait sa main comme une longue vue. Son œil droit brillait de la même lumière bleue que celui du hibou, partageant sa vision. Elle chevauchait un énorme sanglier en armure aux côtés de 2 autres aventuriers. Quand un homme barbu lui demanda si elle avait trouvé quelque chose, elle baissa la main et répondit nonchalamment que ce n'était rien d'important, juste un petit monstre étrange. Le groupe continua à travers la forêt. Une éclaireuse aux cheveux roses fit remarquer qu'il était étrange de ne rencontrer aucun monstre de haut niveau. Le guerrier barbu dit à Petit Acier de rester sur ses gardes et de mener, inquiet que leur lien magique avec le maître de guilde se soit tu. Pendant ce temps, le Slim était en pleine panique. Convaincu que le hibou l'avait marqué, il s'enfuit aveuglément, sachant qu'il ne fallait pas chercher des noix aux utilisateurs de magie. Il atteignit une rivière et hésita, ne sachant pas comment traverser. Puis il se souvint de la physique, la quantité de mouvement comptait. Il se projeta dans les airs et, en plein vol, activa le barrage plasmodial. Au lieu d'attaquer, il tira vers l'arrière, utilisant les tirs comme propulsion. Le plan fonctionna, mais cela lui coûta 80 PV. Il traversa la rivière comme une fusée, s'écrasant lourdement de l'autre côté, épuisé mais vivant. Croyant s'être échappé, il rongea du bois mort pour récupérer. Même alors que sa santé se stabilisait, il s'avoua que bien qu'il soit fort pour son niveau, un véritable ennemi de haut rang le tuerait instantanément. Puis l'air changea. Une pression terrifiante s'abattit sur lui, enveloppé d'une aura rouge feu sombre. Il se figea, sentant quelque chose de bien pire que l'oiseau de terreur à queue de serpent. Supposant que le hibou magique l'avait trouvé, il se tourna lentement, pour se rendre compte que la source de la peur n'était pas du tout le hibou. Gisant sur le sol de la forêt se trouvait une griffe colossale sectionnée, aux écailles blanches et à l'ongle noir, si massive qu'elle écrasait les arbres sous elle. Son unique œil peinait à comprendre ce qu'il voyait, un doigt géant. La peur se mua instantanément en une excitation avide. Pour lui, c'était un doigt d'or légendaire, le genre de power-up de triche dont on parle dans les histoires. S'il l'absorbait, il était sûr que cela lui conférerait un pouvoir immense, peut-être même une évolution massive. Riant follement de sa chance, il étala son corps sur les écailles et activa la dissolution, enroulant des vrilles de Slim autour du membre. Presque aussitôt, la douleur le déchira. L'objet résistait férocement à la digestion. Une alerte système clignota, échec de la décomposition. Sa compétence était trop faible ou l'écart de niveau était simplement trop grand. L'invulnérabilité du membre s'activa, sa puissance écrasante repoussant ses cellules. Au lieu de gagner de l'expérience, il commença à subir des dégâts par vagues. Réalisant qu'il se tuait lui-même, il activa l'autotomie et coupa la connexion. Un morceau de son corps s'arracha alors qu'il reculait. Fixant à nouveau le doigt, il ne ressentit que du regret alors que de minuscules messages d'expérience plus un flottaient de manière moqueuse. Il se maudit de ne pas avoir amélioré la décomposition plus tôt. Le trésor était juste là, mais complètement inutilisable. Il ne pouvait pas le digérer, et son inventaire était bien trop petit pour le stocker. À contre-cœur, il décida de le laisser, de grinder des niveaux, de maximiser sa compétence et de revenir plus tard. Ce plan vola en éclats instantanément. Le sol se mit à gronder violemment. Le doigt sectionné se mit soudain à luire, explosant d'énergie avant de jaillir tout droit de la terre. Il déchira la terre,
la roche et les arbres, s'élevant dans le ciel. Des ondes de choc et des débris explosèrent vers l'extérieur. Il repéra une explosion fonçant sur lui et survécut de justesse alors qu'elle creusait un cratère immense à proximité. Tremblant, il rampa sous une racine d'arbre, secoué jusqu'au plus profond de son être. Le monde parut soudain terrifiant et vaste. Plus il voyageait, plus il se sentait petit. Son arrogance s'évanouit, remplacée par la prudence. Il choisit de revenir aux bases, se cacher, décomposer du bois mort et devenir plus fort en toute sécurité. Profondément sous terre, le doigt sectionné finit par s'immobiliser. Dans l'obscurité, il resta immobile, puis une terrifiante aura rouge et noire en jaillit, révélant qu'il était bien plus qu'un membre mort. Vérifiant sa carte mentale, le Slim confirma que le doigt d'or était loin au nord-est et le hibou magique loin au sud-ouest. Il était en sécurité entre eux, au cœur d'une forêt dense. Il choisit un arbre épais et décida d'y établir une base temporaire. Utilisant la dissolution, il se fondit dans le tronc, prévoyant une entrée étroite pour bloquer les gros monstres tout en creusant un intérieur spacieux. S'imaginant avec un casque de chantier, il creusa avec enthousiasme, couche par couche. Pour s'éclairer, il planta un champignon luisant qui émettait un faible poison avec sa lueur bleue. Épuisé mais satisfait, il s'effondra sur un lit de mousse qu'il avait rassemblé. Une table en pierre se trouvait à proximité, l'entrée était bouchée par des champignons vénéneux, un tunnel leur en dessous, et un passage secret menant à sa véritable chambre. C'était ingénieux, sûr, et c'était à lui. Enfin détendu, il s'allongea, mâchonnant une brindille comme un cigare, savourant le sentiment de sécurité. Puis un bourdonnement rythmique et puissant fit vibrer le bois. Agacé, il sortit la tête et cria en direction du bruit, pour ne voir qu'un énorme essaim de guêpes emplissant la canopée. Au lieu de la peur, son œil se plissa, calculateur. Une idée germa. Il tira un jet de cytoplasme et pulvérisa une guêpe en plein vol. Puis il s'assit ouvertement à son entrée, narguant l'essaim. Enragées, elles plongèrent sur lui, dard en avant. Il se retira instantanément dans le tunnel étroit, faisant en sorte que les guêpes le manquent ou restent coincées. À l'intérieur, il soupira de soulagement tandis que le système le notifiait de gains d'expérience sans effort. Son corps collant fonctionnait comme du papier tue-mouche. Laissant volontairement deux guêpes s'échapper, il les suivit jusqu'à un nid massif, haut dans les arbres. Depuis une branche, il l'étudia, planifiant déjà sa destruction. Lorsqu'il se montra, les sentinelles libérèrent des phéromones et le ciel se remplit de bourdonnements. Des milliers d'entre elles déferlèrent. Confiant que les piqûres étaient inutiles, il accueillit l'expérience jusqu'à ce que les guêpes forment une boule vibrante et compacte autour de lui. La chaleur monta en flèche. Un avertissement du système hurla alors que ses cellules commençaient à mourir. Horrifié, il réalisa qu'elle le cuisinait vivant. Paniqué, il déchaîna un barrage plasmodial, déchiquetant la formation. Puis de nouveaux ennemis apparurent, des gardes-guêpes en armure avec des boucliers en cire d'abeille qui bloquaient ses tirs. Pire encore, il aperçut un insecte à fourrure blanche brandissant un bâton. Un cercle magique lumineux se forma au-dessus de sa tête. Une guêpe mage. La hiérarchie était claire, et sa plus grande peur, la magie, se tenait juste devant lui. Alors que les gardes chargeaient, il tira sans arrêt, s'ancrant à la branche et décomposant le bois pour régénérer sa santé en plein combat. Quand les gardes s'écrasèrent sur lui, il se moqua d'eux alors que son corps les piégeait et les dissolvait vivants. Son stockage étant plein, il improvisa, transformant une lance de guêpe en un projectile renforcé. Le tir amélioré brisa un bouclier et embrocha sa cible. Voyant ses défenses brisées, la guêpe mage ordonna la retraite. L'essaim s'enfuit. Il resta sur la branche à les regarder partir, ricanant en se disant qu'elles avaient fui parce qu'elle avait enfin compris à quel point il était dangereux. Une épaisse substance dorée commença à s'accumuler, tourbillonnant jusqu'à former un orbe lisse et brillant. Une créature gluante se fige à proximité, la fixant comme si c'était la seule chose au monde. Une seule pensée tourne en boucle dans son esprit, ça doit être du miel d'abeille, et il faut que j'y goûte. Mais le miel n'est pas sans protection. Une grande et majestueuse abeille mage apparaît, un bâton à la main. D'un mouvement fluide de sa baguette, elle rassemble du mana et forme un petit orbe de feu. Un truc de base, un sort de débutant appelé étincelle de braise. La boule de feu est lancée et s'écrase directement sur le Slim, explosant à l'impact. Le Slim est projeté en arrière. Le coup est brutal et totalement inattendu. L'abeille mage ne ralentit pas. Flottant sur place, elle tire deux autres braises en succession rapide. Les flammes se faufilent habilement entre les arbres et frappent à nouveau le Slim. La panique s'installe. La magie du feu est le pire adversaire du Slim, et la couche de miel sur son corps ne fait qu'empirer les choses. Même avec sa lente régénération qui s'active, il connaît la vérité. Ce combat est impossible. Il se tourne pour fuir, mais c'est trop tard. Une autre boule de feu le percute, lui coupant toute chance de fuite. Désespéré, le Slim riposte, lançant un morceau de son propre corps dans une attaque appelée barrage plasmodial. L'attaque est rapide et brouillonne, mais elle n'atteint jamais sa cible. Deux plus petits soldats abeilles apparaissent soudainement à côté du mage, et ensemble, ils lancent une double barrière de cire. Un bouclier hexagonal lumineux se met en place. L'attaque du Slim s'écrase inutilement contre la barrière. Il regarde, abasourdi. Magie offensive, bonus défensif. Bien sûr, elles ont les deux. Totalement injuste. C'est alors qu'une pluie de feu s'abat d'en haut. L'abeille mage change de tactique et lance invocation DSM.
De la ruche, une vague de petites abeilles lumineuses déferle. Elles n'hésitent pas. Chacune plonge droit sur le Slim et explose. La forêt tremble alors que les explosions secouent la zone, martelant la créature sans pitié. Se maintenant à peine, le Slim se retrouve coincé sur une haute branche d'arbre. Son corps tremble, s'accrochant à peine. De loin, l'abeille mage observe en silence. Pour le coup de grâce, le mage s'approche en flottant et presse sa baguette contre la branche. D'un mouvement de sinette, il tranche le bois. La branche craque et se brise. Le Slim tombe droit vers la même flaque de miel doré qu'il convoitait tant. Alors qu'il chute, l'abeille mage accumule de la puissance, se tenant au-dessus du miel tandis que l'énergie gonfle en une boule de feu massive, bien plus grosse que les précédentes. L'essaim tout entier se tait et observe. D'un dernier geste, le mage libère le sort. La colossale boule de feu rugit vers le bas, visant le Slim sans défense et le miel en dessous, prête à tout effacer dans une seule explosion dévastatrice. La colossale boule de feu s'écrase au sol, détonnant dans une explosion massive qui engloutit la flaque de miel et le leurre de Slim en chute. Fumée, feu et débris s'élèvent dans les airs tandis que l'abeille mage et ses soldats observent dans un silence intense. Un instant, on dirait que le combat est enfin terminé. Puis quelque chose bouge. Un soldat abeille solitaire bourdonne, mal à l'aise, sentant que quelque chose cloche. Les autres se retournent juste à temps pour voir un petit morceau de Slim émerger du sol de la forêt. En un éclair, il se lance en avant et s'écrase sur l'abeille mage. Pendant que les forces principales des abeilles se concentraient sur le leurre à l'extérieur, le nid lui-même était resté presque sans défense. Depuis le tout début, Slimy avait étiré son corps sous terre, formant lentement un tunnel caché menant droit au cœur de la ruche. La créature poussée sur la branche et tombée dans l'explosion n'était pas la vraie, juste un leurre créé au prix d'une grande partie de la santé de Slimy. Pendant que les abeilles mettaient toute leur énergie à le détruire, le vrai Slimy s'était éclipsé par son passage secret. Maintenant au plus profond de la ruche, Slimy glisse à travers d'étroits couloirs en nid d'abeilles. Il envoie de fins tentacules, se frayant un chemin dans le labyrinthe. Il passe devant une chambre débordant de miel mais ne s'arrête pas. Ça peut attendre. Ce qu'il cherche est bien plus important. Ces tentacules débouchent soudainement dans une vaste chambre. Là, exposée et massive, se trouve la reine des abeilles. Avant que les gardes royaux ne puissent réagir, Slimy les avertit de ne pas bouger, disant que la vie de leur reine était entre ses mains alors qu'il la menaçait avec une pierre. La reine hurla alors qu'il se resserrait autour d'elle, sa douleur résonnant dans toute la ruche. Le mage n'hésita pas et ordonna aux guerriers d'attaquer. En les voyant se ruer sur lui, Slimy ressentit une pointe de déception. Il n'y avait clairement aucune place pour la négociation. En réponse, il écrasa le corps de la reine et lui arracha la tête. La guêpe mage se figea d'horreur alors que la ruche commençait à s'effondrer presque instantanément. Slimy ne s'y attendait pas, mais la reine des abeilles fonctionnait comme un noyau central. Une fois qu'elle fut détruite, l'essaim tout entier se décomposa et se désintégra naturellement. Il avait brièvement envisagé de discuter, mais il est devenu clair que même les créatures avec des structures sociales étaient toujours guidées par l'instinct à un bas niveau. Le système intervint, l'informant qu'il avait rempli les conditions pour monter de niveau. Il l'avertit également que la décomposition de parties de rang B ne donnerait plus d'expérience après 24 heures et que tout PV excédant son maximum serait supprimé en 1 heure. Il avait atteint le niveau 21. Cette décomposition avait considérablement augmenté sa résistance au poison, et il avait débloqué de manière inattendue une nouvelle compétence appelée commandement central. Cependant, quand il essaya d'y mettre un point de compétence, le système lui dit qu'il n'avait pas assez de subordonnés pour l'utiliser. Il avait initialement prévu de maximiser sa compétence de décomposition pour le pillage futur, mais a appris à ses dépens que les compétences raciales ne pouvaient pas être améliorées avec des points. N'ayant pas d'autre option, il mit ses points dans la pulsation à la place. Heureusement, ce lieu était riche en ressources. Alors que ses PV augmentaient, l'espace mixomicète à l'intérieur de son corps s'est également agrandi, et le miel qu'il avait collecté semblait être un pur trésor. Pourtant, en regardant la ruche en ruine, il ne pouvait se défaire du curieux mélange d'émotions qui l'agitait, bien qu'il n'ait même plus de cœur. Depuis qu'il avait renversé la situation avec l'escargot, il s'était officiellement engagé sur la voie de la prédation, mais quelque chose clochait. Ses pensées dérivèrent vers l'enfant du crabe, imaginant le petit attendre et se demander pourquoi son père n'était pas revenu jouer comme il l'avait promis. Il imagina le crabe disant à sa femme qu'il serait en retard à cause du travail, lui demandant de l'expliquer à leur enfant. La mère rassurait le bébé, disant que son papa travaillait dur et avait juste besoin de temps. Mais au fil des heures, même elle commencerait à s'inquiéter. Il se faisait si tard, et il n'y avait même pas eu un appel. Elle se serait peut-être demandé s'il s'était évanoui, ivre, quelque part. Finalement, elle déciderait d'aller le chercher, emmenant le bébé avec elle. Sur la route, le bébé crabe chanterait sa chanson d'anime préférée jusqu'à ce que sa mère lui dise de se taire pour ne déranger personne. Puis ils apercevraient un homme titubant vers eux. Le bébé le reconnaîtrait instantanément et l'appellerait, confus de voir son père marcher dans la mauvaise direction. Sa mère soupirerait et dirait qu'il était manifestement ivre, demandant à son fils d'aller l'aider. Le bébé courait joyeusement vers lui, mais tout s'effondrerait lorsque le crabe se retournerait soudainement, révélant qu'il avait été transformé en zombie. Un monstre de Slim avait pris le contrôle de son corps, le dévorant de l'intérieur. Le cri imaginé résonna dans l'esprit de Slimy, lui faisant penser qu'il était devenu le méchant de l'histoire, mais il reprit ses esprits.
Il réalisa qu'il réfléchissait trop, probablement parce que sa base mentale était encore humaine. Cette culpabilité persistante venait de qui il était auparavant. Maintenant, il était un Mixomicète dans un autre monde. Il n'avait pas le luxe de choisir. S'il ne chassait pas, il serait chassé. Les faibles sont la nourriture des forts. C'est ainsi que la nature fonctionnait. Pour survivre dans cet isekai, la chasse et la décomposition étaient ses seules vraies options. La base matérielle détermine la superstructure, donc la survie passait avant tout. Cela étant décidé, il se concentra sur la récupération du corps divisé qu'il avait libéré plus tôt ce matin-là, curieux des surprises qu'il pourrait apporter. Il se précipita vers l'endroit. En approchant, il ralentit, confus à la vue d'un feu de camp. Il avança à pas de loup et se cacha derrière des buissons, se demandant si des humains étaient proches. Effectivement, un groupe de chasseurs était étalé autour du feu. L'un des hommes demanda nonchalamment à Nia si elle n'avait pas peur de se faire piquer en s'appuyant contre le cochon. Slimy fut surpris. C'étaient vraiment des humains. Nia répondit que les soies du dos d'acier étaient douces quand il était détendu, le remerciant pour son dur travail et disant qu'il compterait encore sur lui demain. Carter expliqua qu'il cherchait à l'origine leur maître de guilde, mais qu'il avait fini par se perdre même. En tant que capitaine, il s'en voulait et s'excusa auprès de l'équipe. Cole fit remarquer que la communication magique avait été coupée. Il n'y avait aucun signe de bête magique de haut niveau, et même la forêt elle-même ressemblait à un labyrinthe. Avec tant de choses étranges se produisant en même temps, personne n'aurait pu prédire cela. Il dit à Carter de ne pas s'en vouloir. Même s'il n'avait pas trouvé le maître de guilde, il n'y avait pas de raison de paniquer. Après tout, il se classait parmi les 3 plus puissants chefs des 8 grandes guildes. Une fois qu'il aurait retrouvé leur chemin, il pourrait simplement tout rapporter à l'église. Carter admit que la force du maître de guilde était indiscutable, mais leur rappela qu'il avait disparu depuis 2 ans. Des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles l'église se méfiait de lui, surtout depuis sa disparition peu après avoir accepté une mission confiée personnellement par le pape. Il y a 10 ans, le maître de guilde Gon fonda la guilde des Sans-Style. Contrairement à d'autres guildes aux exigences strictes, sa guilde acceptait n'importe qui, peu importe la race, la profession ou le niveau, tant qu'il suivait ses principes. Pas de tromperie, pas d'abus, pas de mal. Chaque récompense que Gon obtenait en soumettant des monstres était distribuée équitablement, aidant tous les membres à progresser. Grâce à cela, la guilde des Sans-Style devint célèbre pour sa générosité et son unité, s'élevant rapidement pour devenir l'une des 8 grandes guildes. Mais cette croissance rapide attira également les soupçons de l'église. Il y a 2 ans, Gon partit pour la forêt marécageuse en mission et n'en revint jamais. Sans sa protection, les membres furent débauchés ou partirent, et la guilde autrefois glorieuse tomba dans un état de fragilité. Gon avait vu du potentiel en Carter, c'est pourquoi Carter forma cette escouade pour chercher des nouvelles de lui. Finalement, seuls Nia et Cole répondirent à son appel, et il leur en était sincèrement reconnaissant. Nia lui dit de ne pas s'inquiéter, ajoutant que sans Gon et la guilde des Sans-Style, quelqu'un avec une profession de niche comme la sienne ne serait peut-être jamais devenu aventurier. Cole rit et dit qu'avec sa capacité à contrôler des bêtes magiques intermédiaires, de nombreuses guildes se battraient pour la recruter. Même s'il était arrivé quelque chose à Gon, elle n'aurait pas à s'inquiéter pour trouver un nouvel endroit où aller. Nia lui lança de se taire et d'aller dormir, tandis que Cole lui dit rapidement de faire comme s'il n'avait rien dit. Alors que le groupe se calmait, Slimy tenta d'écouter aux portes, mais de sa cachette, tout semblait étouffé et indistinct. Recueillir des informations auprès des humains semblait important s'il voulait bien comprendre ce monde, alors il décida de prendre un risque. Il étendit une fine partie de son corps, l'utilisant comme une antenne, l'envoyant lentement vers les chasseurs pour écouter. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Cole sentit soudainement quelque chose d'anormal et transperça instantanément le slime étendu avec un pic de glace. Le système avertit immédiatement Slimy que le givre était super efficace contre lui, réduisant sa vitesse de 90%. La panique le frappa de plein fouet. Cole dit calmement aux autres de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'Ilsen était déjà occupé, mais le reste du groupe était maintenant en alerte, scrutant la zone. Ils repérèrent bientôt le slime empalé sur le pic de glace. Le sanglier d'Audacier s'approcha, le renifla, puis arracha nonchalamment le slime de la glace avec ses dents. Avant que Slimy ne puisse réagir, le sanglier commença à l'aspirer comme une nouille, le tirant vers sa bouche. Slimy était certain que c'était la fin du jeu pour lui, jusqu'à ce que Nia crie au dos d'acier de s'arrêter. Elle dit qu'il ne devrait pas tuer sans discernement. C'était juste un petit monstre de passage et clairement pas une menace, donc il n'y avait aucune raison de le manger. À contre-cœur, le dos d'acier recracha le slime, qui atterrit directement dans la main de Nia. En le tenant, elle fronça légèrement les sourcils, disant qu'il lui semblait familier, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Mi-curieuse, mi-sérieuse, elle lui demanda s'il voulait former un contrat de monstre avec elle. Pour Slimy, elle ressemblait littéralement à un ange. L'idée de finalement expérimenter ces liens classiques d'isekai le fit accepter instantanément dans son cœur. Avant que quoi que ce soit ne se produise, Carter intervint et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il devait encore trouver un moyen de sortir de la forêt demain, et ce n'était pas le moment de collectionner des monstres. Il ajouta que gaspiller du mana pour un slime de bas niveau était inutile. Ce commentaire frappa Slimy plus durement que le pic de glace. Nia haussa les épaules et le laissa partir. En atterrissant sur le sol,
Slimy réalisa quelque chose d'important. Il ne pouvait pas du tout l'entendre parler. Cette prise de conscience fit naître une idée. Lentement, il étira de nouveau son corps, se modelant soigneusement devant eux. Les chasseurs regardèrent fixement Slimy former le mot bonjour avec son corps de Slim, s'attendant à ce qu'il soit choqué par son intelligence. Au lieu de cela, ils semblèrent légèrement dégoûtés et supposèrent qu'il excrétait des déchets. C'est là qu'il comprit. Il ne parlait pas chinois. Cette prise de conscience le dégonfla instantanément. Toute tentative de communication le ferait probablement passer pour un monstre bizarre et le ferait tuer sur le champ. Décidant qu'il était plus sûr d'abandonner, Slimy battit en retraite. Au moins, il savait maintenant que les humains existaient dans ce monde. Malheureusement, il y avait aussi une barrière de la langue bien réelle entre eux. Sous le clair de lune, le Mixomycète rebondit sur Léo, mettant rapidement de la distance entre lui et les humains qu'il venait de rencontrer. Une fois qu'il eut atterri en toute sécurité sur l'herbe, il retira le fil magique auquel il s'était accroché. La surveillance magique était toujours sa plus grande faiblesse, et la dernière chose qu'il voulait était de retomber sur ce hibou spectral. Pour se distraire, il décida de tester une nouvelle compétence qu'il avait acquise pendant le combat contre les guêpes. Lorsqu'il activa la commande de noyau, une grille numérique se déploya autour de lui, scannant la zone. Ses sens s'aiguisèrent instantanément, se transformant en une sorte de radar vivant. De légers bips résonnaient dans sa conscience tandis que la grille bleue s'étendait à travers les arbres, cartographiant la forêt sombre autour de lui. Il s'installa sur un rocher et attendit. Le scan se verrouilla sur quelque chose de familier. Il le sentit immédiatement, l'un de ses corps divisés. C'est là que ça a fait tilt. La commande de noyau ne se contentait pas de scanner l'environnement. Elle traquait des morceaux de lui-même. Il fila à travers la forêt en suivant le signal qui devenait de plus en plus fort. Bientôt, cela le mena à une bûche tombée où une énorme masse jaune brillante pulsait doucement. Il se figea sous le choc. Son clone était devenu gigantesque tout seul. Un instant, il se demanda à quel point il s'était décomposé pendant son absence. Sans hésitation, il activa la récupération et fusionna de nouveau avec le clone surdimensionné, absorbant tous ses nutriments. Le système annonça instantanément une augmentation massive de l'expérience et des PV. Plein d'énergie, il s'élança à la poursuite du signal suivant, continuant sa récolte. Un autre clone fut trouvé et absorbé, faisant passer sa résistance au poison au niveau 8. Avec l'expérience combinée, il monta de niveau à nouveau, atteignant le niveau 22. En atterrissant sur l'herbe, il était impatient de continuer. Il activa une fois de plus la commande de noyau, mais cette fois, le signal était faible, émettant à peine un bip. Confus, il balaya la zone frénétiquement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Puis il remarqua un mouvement près d'une touffe de champignons. Sa concentration se fit juste à temps pour voir le problème. Un escargot acide était en train de mâcher son clone. Furieux, il cria sur la créature et tira un jet de cytoplasme droit sur elle. L'explosion projeta l'escargot au loin, laissant le clone tremblant là où il se trouvait. Pendant une fraction de seconde, il le traita comme un enfant harcelé, se promettant mentalement de le protéger cette fois-ci. Il s'approcha pour récupérer ce qu'il en restait. Puis tout a mal tourné. Une tache rouge rapide s'abattit d'Eno, fracassant les champignons. Une longue langue collante jaillit et happa le clone juste devant lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une grosse grenouille verte l'avala tout rond et poussa un coassement satisfait. Le Mixomycète regarda avec incrédulité la grenouille rôter. Et voilà, son expérience avait disparu. Le choc se transforma en rage pure. Fixant la grenouille, il jura silencieusement que cette chose dégoûtante paierait pour avoir volé son clone. Il tira une rafale plasmodiale, lançant un projectile durci droit sur elle. La grenouille le remarqua trop tard. Le tir percuta son visage et la fit basculer en arrière. En la voyant tomber, le Mixomycète ricana, pensant qu'il était devenu assez fort pour affronter des menaces encore plus grandes. Mais cette confiance ne dura pas longtemps. À son grand étonnement, la grenouille naine n'avait pas fini. Elle ouvrit la bouche et attrapa nonchalamment le projectile, complètement indemne. Avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, la grenouille sauta haut dans les airs et plongea dans la rivière, disparaissant sous la surface. Le Mixomycète se précipita au bord du rocher, criant qu'elle ne pouvait pas s'échapper. La tête de la grenouille réapparut, coassant d'un air moqueur depuis la sécurité de Léo. Refusant de la laisser partir, il tira une salve dans la rivière. Chaque tir éclaboussa inutilement la surface, perdant instantanément son élan. Frustré, il s'arrêta. Il finit par comprendre. Il ne pouvait pas la toucher tant qu'elle restait sous Léo. Soudain, la grenouille jaillit de la rivière. Observant attentivement, le Mixomycète supposa qu'elle avait besoin d'air et déclara avec confiance que cette faiblesse signifiait sa mort, mais il avait tort. La grenouille prit appui sur Léo elle-même, libérant sa puissance et se projetant vers la rive comme un missile vivant, la gueule grande ouverte. Il esquiva de justesse alors qu'elle s'écrasait sur le rocher où il se tenait. Pendant que la grenouille récupérait, il tira une rafale durcie de pierre qui frappa son œil avec une précision parfaite. Dès que le coup porta, il se retira en haut d'un arbre. Perché sur une branche, il réalisa ce qui s'était passé. La grenouille l'avait attiré vers les hauts. Après tant de victoires faciles, il était devenu négligent. Il se rappela qu'un chasseur pouvait devenir une proie en un instant. En bas, la grenouille, furieuse, se tenait l'œil ensanglanté. Elle leva un regard furieux et coassa de colère, puis ignora la douleur et sauta droit sur l'arbre.
La panique le saisit quand le Mixomycète réalisa qu'il n'avait plus de munitions de pierre. Il tira des projectiles de slime liquide à la place. Ça n'a pas aidé. La grenouille ouvrit la bouche et attrapa chaque projectile, les avalant en plein vol. Le Mixomycète se figea d'horreur en réalisant que ses attaques la nourrissaient littéralement. Même blessée, la grenouille grimpait à l'arbre, se rapprochant rapidement. Le temps qu'il comprenne le danger, il était trop tard. La langue de la grenouille jaillit et s'enroula fermement autour de lui. Une lutte acharnée s'ensuivit, le Mixomycète s'accrochant à une branche tandis que la lourde grenouille tirait vers le bas. La tension devint insupportable. La branche craqua, puis se brisa. Tandis qu'il tombait, agrippant le bois cassé avec terreur, il vit la grenouille attendre en bas, la gueule grande ouverte. En cette fraction de seconde, il utilisa l'élan inverse. S'enroulant autour de la branche cassée, il orienta l'extrémité pointue vers le bas et la projeta en avant, hurlant de manger ça à la place. Le bois déchiqueté transperça la bouche de la grenouille et pénétra dans son cerveau. L'impact projeta la grenouille en arrière, du sang giclant, tandis que le Mixomycète restait en sécurité au-dessus. Le corps sans vie tomba dans la rivière avec un lourd plongeon, mettant fin au combat. Accroché au tronc de l'arbre, il se détendit enfin, soulagé que ce soit terminé. En bas, le cadavre de la grenouille s'enfonça dans les eaux sombres, le sang se répandant avant de disparaître dans les profondeurs. En regardant en bas, il ressentit une pointe de regret. C'était du gâchis. Il ne pouvait pas le décomposer là-dessous. Puis Léo se mit à bouillonner. Deux yeux menaçants et brillants s'ouvrirent dans les profondeurs, le fixant droit dans les yeux. Un rayon de lumière explosa hors de Léo, fendant l'air à côté de lui. L'explosion frappa le tronc de l'arbre et le trancha sans effort. L'instant d'après, l'arbre et le Mixomycète hurlant furent projetés dans le ciel nocturne. Depuis Léo en contrebas, l'ennemi révéla sa nouvelle forme, une entité pâle et brillante aux yeux rouges ardents, activant la chute sanctifiée. Le Mixomycète fut complètement décontenancé par la transformation soudaine de l'ennemi. Il cria d'incrédulité, se demandant comment une grenouille clairement morte pouvait revenir avec un tel pouvoir. La grenouille sanctifiée s'extirpa de l'arbre brisé, ses yeux rouges brillants fixés sur lui avec une haine pure alors qu'elle se préparait à finir le travail. Sans prévenir, des excroissances gonflées sur les yeux de la grenouille éclatèrent, tirant des jets de sang à haute pression semblables à des rayons laser. Le Mixomycète esquiva de justesse. Le sang corrosif trancha l'arbre où il se trouvait à l'instant, et à ce moment-là, il sut qu'il ne faisait pas le poids. Il projeta un filament de slime vers le haut, attrapa une branche plus haute et s'éloigna en se balançant, sautant rapidement d'arbre en arbre pour créer de la distance. Tandis qu'il fuyait, son esprit tournait à plein régime. Un Mixomycète intelligent savait quand battre en retraite. Pourtant, ça n'avait pas de sens. C'était censé être un monstre de bas niveau. Pourquoi avait-il une troisième forme alors que les autres duraient à peine une seconde? Quelque chose clochait, et cela ne fit que renforcer sa décision de fuir. La grenouille sanctifiée refusa de le laisser partir. Elle rugit et se lança à sa poursuite, se déplaçant à une vitesse anormale. Utilisant sa langue comme un grappin, elle se balança dans les airs, imitant presque parfaitement les mouvements du Mixomycète et comblant rapidement l'écart. La grenouille déchaîna le fouet sanguin. Un fouet de sang solidifié déchira l'air et trancha net l'un des tentacules du Mixomycète, infligeant 199 points de dégâts. Il perdit prise et tomba tandis qu'une alerte système hurlait qu'une substance étrangère avait envahi son corps. Il réalisa que le sang de la grenouille était si toxique que même sa résistance au poison de niveau 8 ne pouvait pas le bloquer. La grenouille ne s'arrêta pas. Plongeant vers le bas, elle activa le coup de langue. Sa longue langue rouge sang jaillit comme un harpon, s'enroulant fermement autour du Mixomycète et le tirant vers le bas. Même alors, il ricana en remarquant que les dégâts n'étaient que d'un point. Il se dit que les attaques physiques ne signifiaient rien pour un corps liquide comme le sien. Cette confiance disparut au moment où il toucha la rivière. Léo douce, sa pire faiblesse possible, un avertissement rouge clignota alors que sa pression osmotique cellulaire montait en flèche, lui disant de s'échapper immédiatement ou de mourir. Avant qu'il ne puisse réagir, la grenouille sanctifiée se jeta en avant, mâchoires grandes ouvertes. Sa bouche se referma d'un coup, l'avalant tout entier. La grenouille flottait sur les hauts, l'air satisfait, mais sa bouche se gonfla et se contracta. À l'intérieur, le Mixomycète était toujours en vie, se débattant désespérément. La grenouille serra plus fort ses mâchoires, le forçant à descendre dans sa gorge. Dans l'estomac, il était submergé d'acide digestif, regardant avec horreur ses PV baisser de 33 points par seconde. La panique le submergea. Il essaya d'éjecter son noyau, mais l'épuisement l'en empêcha. Sa compétence de division ne s'activait pas. À la surface, la grenouille sanctifiée coassa triomphalement, éclaboussant comme pour célébrer sa victoire. À l'intérieur, en train d'être dissous vivant, le Mixomycète prit une décision désespérée. Au lieu de résister à Léo, il l'accepta. Il déclencha intentionnellement sa faiblesse osmotique. En absorbant Léo, son corps commença à se dilater rapidement à l'intérieur de la gorge de la grenouille. La grenouille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle se griffa le cou alors qu'il gonflait de manière anormale. Le Mixomycète continua de se dilater, s'introduisant de force dans la bouche et la gorge de la grenouille, déterminé à étouffer le monstre par sa seule taille. Pour survivre aux dégâts tout en grandissant, le Mixomycète utilisa jusqu'à la dernière goutte de miel de frelon qu'il possédait, restaurant 400 PV par utilisation juste pour continuer à se dilater. Avec une régénération constante,
son corps enfla jusqu'à une taille énorme, étirant la grenouille au-delà de ses limites. Puis elle éclata. Dans une explosion massive, la grenouille sanctifiée fut déchiquetée de l'intérieur. Le sang et les entrailles giclèrent sur Léo alors que l'expansion du Mixomycète la détruisait complètement. Victorieux, il flottait sur la rivière comme une montagne de slime vert tandis que le système confirmait l'élimination et accordait de l'expérience. Il l'informa également que survivre au sang toxique lui avait conféré un nouvel anticorps. Dérivant parmi les arbres du marais, il regarda sa nouvelle forme massive avec incrédulité. Une fenêtre de statut apparut, montrant une nouvelle capacité passive, régulation de la pression osmotique, max. Ses PV avaient grimpé en flèche à 11 700 sens, bien au-delà de son maximum normal de 924, mais un minuteur l'avertit que la santé excédentaire disparaîtrait dans une heure. Il s'étudia attentivement. Sa taille lui permettait de flotter comme un iceberg. La partie inférieure de son corps absorbait l'eau, mais son volume considérable lui permettait d'équilibrer la pression en toute sécurité. L'immunité totale à Léo n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, mais c'était un énorme bonus de son pari risqué. Puis il remarqua de nouveau le minuteur. Près de 10 000 PV supplémentaires, le rendant pratiquement invincible, était sur le point de disparaître. Son expression changea, devenant sérieuse et avide. Il avait brûlé tout son précieux miel pour atteindre cette forme, il devait donc en tirer tous les bénéfices possibles. Il rit follement, s'imaginant comme un Keju inarrêtable. C'est alors qu'une idée lui vint, quelque chose comme ce jeu de boules collantes qui roule. Il décida de rouler à travers la forêt et de ramasser tout sur son passage. Dans sa forme massive, il dévala la forêt inondée comme une catastrophe naturelle. La végétation disparaissait sous lui tandis que des notifications du système apparaissaient sans cesse, confirmant la décomposition et accordant de l'expérience. Il rasa arbres et broussailles, exploitant efficacement les ressources avant la fin du temps imparti. Sous les hauts, les poissons nageaient paisiblement parmi les racines jusqu'à ce qu'ils s'écrasent. Les poissons se dispersèrent instantanément. Il essaya de les chasser, mais c'était inutile. Même immunisé à la pression, Léo le ralentissait trop, et les poissons agiles n'en valaient pas la peine. Agacé, il hissa son corps massif sur la terre ferme. À proximité, une touffe de champignons se trouvait au pied d'un arbre. Il glissa sur eux, les absorbant instantanément et laissant une trace vide derrière lui. S'enfonçant plus loin dans les terres, il repéra deux petites créatures ressemblant à des loutres, se tenant fièrement avec un poisson fraîchement pêché. L'énorme Mixomycète les surplombait, les saluant bruyamment et projetant une ombre massive. Avant qu'elles ne puissent réagir, il se jeta et s'abattit avec son corps collant. Il ne les a pas mangés. Au lieu de ça, il s'éloigna en roulant, annonçant nonchalamment qu'il prenait leur poisson. Les loutres restèrent assises dans la terre, trempées de slime vert, regardant en silence, traumatisés, leur dîner disparaître. En continuant de rouler, il se justifia. Épargner les mignonnes loutres et ne voler que leur nourriture signifiait clairement qu'il lui restait une sorte de pitié humaine. Cette pensée s'arrêta brusquement lorsqu'il repéra un écureuil tenant une noix, dont les oreilles et la queue étaient coiffées de flammes magiques. L'écureuil s'enflamma de rage, son corps entier s'embrasa. Il fit un poirier et lança une boule de feu depuis sa queue, envoyant une colonne de flammes droit sur lui. La magie du feu restait une faiblesse sérieuse, peu importe sa taille. Pourtant, la différence de taille était ridicule. Il surplombait l'écureuil, l'avertissant de ne pas le blâmer puisqu'il avait attaqué en premier. Puis il abattit son corps massif, plaisantant sur le fait qu'il était interdit de jouer avec le feu dans la forêt. Quand il se releva, il ne restait plus qu'un squelette propre. Le système confirma l'élimination et la décomposition, accordant plus d'expérience. Plus profondément dans la forêt, des bruits de choc violents résonnaient. Un grand lézard musclé fut projeté dans les airs et s'écrasa au sol. En face se tenait un monstre arbre imposant, un cristal brillant incrusté dans sa poitrine, ses bras de branches s'agitant agressivement. Le lézard se releva, sa gorge enflant alors qu'il préparait une contre-attaque. Il déchaîna un puissant jet de liquide de sa bouche. De l'acide éclaboussa le monstre arbre, grésillant violemment. L'écorce et la chair commencèrent à fondre tandis que la créature se tordait de douleur. Même si son corps fondait, le monstre arbre nain n'avait pas fini. Une graine brillante jaillit de sa forme qui s'effondrait et atterrit nettement dans une souche creuse à proximité. Puisant sa puissance directement de la terre, la souche pulsa d'énergie et se régénéra presque instantanément, restaurant le monstre arbre comme si de rien n'était. Le lézard gronda de frustration en voyant son ennemi revenir. Décidant d'en finir rapidement, il activa la ruée sauvage et chargea en avant à une vitesse incroyable. En réponse, le monstre arbre projeta ses branches comme des lances, essayant d'arrêter l'assaut. Le lézard se tortilla et se faufila à travers les attaques, esquivant avec une agilité impressionnante tout en réduisant la distance. Il s'avança, les mâchoires prêtes à mordre, mais le monstre arbre réagit plus vite. Une branche acérée s'enroula autour du bras du lézard, perçant à travers ses écailles résistantes. Avant qu'il ne puisse se libérer, d'étranges bourgeons blancs commencèrent à germer le long de la branche, se propageant rapidement et immobilisant le lézard. L'un des bourgeons s'épanouit en une fleur grotesque juste devant son visage. Le lézard la fixa, son œil reflétant les pétales. Puis l'infection frappa. Des tumeurs rouges éclatèrent instantanément de la pupille du lézard. L'instant d'après, son œil explosa dans une gerbe de sang. Aveuglé, il hurla de douleur. Le monstre arbre enchaîna immédiatement, abattant sa lourde branche sur le corps du lézard.
L'impact projeta la bête dans les airs, qui s'écrasa lourdement sur le sol rocheux. Malgré les coups et la cécité, le lézard refusa de rester à terre. Il se remit sur pied en chancelant et activa sa vision thermique pour compenser sa vue perdue. Des signatures thermiques inondèrent sa perception. Les branches du monstre arbre apparaissaient maintenant comme des traînées lumineuses. D'un bond puissant, il se projeta haut dans les airs. Rentrant son corps, il tourna rapidement sur lui-même, se transformant en une foreuse vivante. Activant sa queue acérée, il utilisa l'élan pour asséner un coup dévastateur vers le bas. L'attaque déchira le monstre arbre, le réduisant en éclats de bois et en pulpe verte. Alors que le noyau du monstre se brisait, le lézard rugit de victoire, du sang et de la salive dégoulinant de ses mâchoires. Mais la victoire avait un prix. La fleur parasite continuait de fleurir depuis son orbite détruite, ses racines s'enfonçant plus profondément dans sa chair. Le myxomycète géant dévala la colline sans hésitation. Il roula droit sur le lézard blessé, l'écrasant sous son poids et l'absorbant complètement. Une alerte du système l'avertit brièvement d'un objet étranger, mais ses anticorps le neutralisèrent instantanément, lui accordant de l'expérience pour la décomposition. Il s'arrêta une seconde, légèrement confus par l'avertissement, puis l'ignora. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il devait manger autant que possible avant que son temps ne soit écoulé. Alors qu'il continuait d'aplatir tout sur son passage, quelque chose commença à lui paraître étrange. Il avait roulé sur ce qui aurait dû être des centaines d'hectares, et pourtant la forêt autour de lui semblait toujours incroyablement dense, comme s'il ne l'avait pas du tout réduite. Puis le sol trembla. Au loin, un pilier massif d'énergie sombre jaillit d'une montagne, s'élevant droit dans le ciel nocturne. D'immenses motifs magiques géométriques se déployèrent dans les cieux alors que l'énergie perçait les nuages. Le myxomycète regardait, frappé de stupeur. Malgré le spectacle écrasant, il n'y avait aucun son. Cela semblait irréel, comme une hallucination. Avant qu'il ne puisse comprendre, son temps imparti atteignit 0. Le système effaça son surplus de PV. Son corps énorme se dissolut en fumée, rétrécissant instantanément. En quelques secondes, il retrouva sa petite forme épineuse d'origine, reposant sur l'herbe. Il vérifia son statut, niveau 49. Il avait obtenu le succès seigneur des créatures faibles, et ses PV avaient bondi à près de 3000. Puis une autre notification apparut et gâcha l'ambiance. La surcharge nutritionnelle était terminée. L'exigence suivante était 5 fois plus élevée, et il ne gagnerait aucune expérience pendant l'heure suivante. Allongé dans le cratère que son corps géant avait laissé, il marmonna avec cynisme, se demandant si son nouveau titre chic signifiait simplement qu'il était le roi des monstres de maternelle. Son corps se tordait désagréablement. Manger à l'excès l'avait rendu nauséeux. En ouvrant son inventaire, il le trouva rempli de bric-à-brac, de rochers, de bois, d'eau, toutes sortes de déchets inutiles. Sachant qu'il devait le vider, son corps se convulsa alors qu'il vomissait un énorme tas d'objets sur le sol de la forêt. Quand ce fut terminé, il gisait là, dégonflé, à côté des débris. Il se sentait plus léger, mais aussi ennuyé. Avec LXP bloqué, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis une autre notification apparut. Au niveau 60, il pourrait choisir entre un changement de classe ou une évolution. Son excitation explosa. C'était le vrai chemin vers le pouvoir. Il en déduisit que le mimétisme était probablement lié au changement de classe, tandis que l'évolution ressemblait à une amélioration fondamentale, un peu comme un animal acquérant une intelligence de niveau humain. Son imagination s'emballa. Il s'imagina en mage myxomycète, maîtrisant la magie et dominant le monde sous cette forme ridicule. Il rit tout seul jusqu'à ce qu'un bruit d'aile le ramène à la réalité. Levant les yeux, il repéra 3 silhouettes rapides volant à travers les arbres. Son humeur changea instantanément. Des guêpes mages armés, les mêmes frelons magiques qu'il avait déjà combattus, et ils étaient 3. En affronter autant à la fois serait dangereux. Curieux de leur destination, il décida de les suivre. Sautant d'arbre en arbre, il les suivit à une distance de sécurité alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Lorsqu'il atteignit une clairière, il se figea de stupeur. Le sol de la forêt était rempli d'innombrables ruches, toutes reliées par des ponts organiques, formant une énorme cité d'insectes. Caché dans l'herbe, il regardait avec admiration. L'échelle était incroyable. Il se demanda si cette structure massive interconnectée était ce à quoi ressemblait un SM évolué. Les 3 guêpes mages descendirent dans la colonie, rejoignant des milliers d'autres, puis le sol trembla. Une énorme patte griffue s'abattit, écrasant une ruche entière instantanément. Un oiseau colossal apparut, un oiseau terreur à queue de serpent dominant les ruines. L'oiseau ignora complètement les guêpes. Il déchira les ruches et dévora avidement les larves à l'intérieur. Observant depuis sa cachette, le myxomycète eut des sueurs froides. Il reconnut l'espèce immédiatement. Le rouge l'avait un jour tellement effrayé qu'il avait failli abandonner la vie, bien que cette variante bleue semblait différente. La colonie riposta. Des milliers de guêpes soldats lancèrent une attaque en piqué coordonnée de toutes les directions, mais les défenses de l'oiseau étaient absurdes. Les dards rebondissaient sur ses plumes épaisses. Les attaques visant la tête de serpent sur sa queue échouèrent également, incapables de percer les écailles durcies. Les attaques physiques étaient inutiles. Changeant de tactique, l'essaim recouvrit l'oiseau, essayant de l'étouffer ou de le surchauffer. L'oiseau se secoua simplement, envoyant des milliers de guêpes voler comme de la poussière. La force brute ayant échoué, les 3 guêpes mages se joignirent enfin à la bataille. Volant au-dessus du prédateur,
Elles activèrent des cercles magiques brillants et commencèrent à invoquer des dizaines de boules de feu, toutes dirigées directement sur l'imposant oiseau terreur.